Sénégal ne rouvrira pas son espace aux voyageurs en provenance de pays qui ne procéderaient pas de même avec lui. Une mesure prise après avoir été tenu à l'écart d'une réouverture par l'Union européenne de ses frontières. Au Tchad, les restrictions mises en place contre le coronavirus ont suffi à déstabiliser les petits commerces et l'économie du pays. Dans ce contexte de crise sanitaire, les entrepreneurs sont aux abois. Et puis l'ancien émissaire de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé, s'en est pris au Conseil de sécurité. Il a dénoncé l'hypocrisie de certains de ses membres qu'il accuse de l'avoir poignardé dans le dos dans le dossier libyen. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Le Sénégal a annoncé qu'il n'allait pas rouvrir son espace aux voyageurs en provenance de pays qui ne procéderaient pas de même avec lui. Une mesure prise par le pays après avoir été tenu à l'écart d'une réouverture par l'Union européenne de ses frontières. Des précisions à travers cet élément. Suite à la décision de l'Union européenne de bannir le Sénégal de la liste des pays autorisés à voyager dans son espace, les autorités sénégalaises du ministère des Transports aériens ont pris la décision de remettre en application le principe de la réciprocité à tous les États ayant pris des mesures à l'encontre du Sénégal. Le pays ouest-africain a annoncé mercredi qu'il ne rouvrirait pas son espace aux voyageurs en provenance de pays qui ne procéderaient pas de même avec lui. L'annonce a été faite à travers la page Facebook du ministère qui n'a pas fourni plus de précisions sur les modalités d'application de la mesure. L'Union européenne a adopté mardi une liste de 15 pays dont la Chine sous condition aux voyageurs desquels elle rouvrait ses frontières dès mercredi. Cette liste a été établie en fonction particulièrement de critères épidémiologiques, une liste sur laquelle le Sénégal ne figure pas. Il faut cependant dire que la liste européenne a vocation à être révisée toutes les 2 semaines. La pandémie de coronavirus continue de progresser au Sénégal, le pays qui a déclaré près de 7000 cas de contamination et 116 morts depuis le 2 mars, a annoncé ouvrir son espace aux vols internationaux réguliers à partir du 15 juillet prochain. En bref, le Nigeria reprendra ses vols intérieurs à partir du 8 juillet prochain. Annonce faite sur Twitter par le ministre nigérian de l'Aviation. Cette mesure prise dans le cadre de l'assouplissement des restrictions instaurées pour lutter contre la pandémie de Covid-19 concerne les aéroports d'Abuja et de Lagos, les aéroports de Kano dans le nord et du port Harcourt dans le sud du pays notamment, pourraient eux rouvrir les 11 et 15 juillet prochains, mais les vols internationaux resteront interdits. Le Nigeria avait fermé son espace aérien en mars dans le but de contenir la propagation du nouveau coronavirus qui a contaminé jusqu'à présent 26 484 personnes et causé 603 décès. Fermeture des universités et des écoles, des lieux de culte, de certains commerces. Si aucun confinement total de N'Djamena n'a été ordonné au Tchad, les restrictions mises en place ont suffi à déstabiliser les petits commerces et l'économie de ce pays. Dans ce contexte de crise sanitaire, les petits commerces sont aux abois. Et si nous respectons les mesures barrières par rapport à l'espace que nous sommes, si quelqu'un peut rester là-bas seul, manger quelque chose de 1000 francs en 5 minutes et partir, ça pourrait faire encore l'affaire. Nous ne demandons pas à ce que les gens se regroupent, mais ne serait-ce qu'une ou 2 personnes, ils ont faim, ils prennent un petit truc, en 5 minutes, ils finissent, ils continuent. À nous maintenant d'être conscients de les mesures barrières. On dépose le dispositif de lave-mains, ils entrent, ils lavent les mains, il a son petit truc, à l'angle, il est à seul ou à 2, il mange et puis continue. Et ça, on peut dire qu'on peut gagner quelque chose. Mais tel que c'est parti, moi ça fait déjà 1 semaine. Ça fait déjà 1 semaine. Il y a des jours où on n'achète rien, on continue. La personne dit qu'il ne peut pas faire emporter. Beaucoup de petites entreprises se sont fermées à cause du Covid. Mais nous, aujourd'hui, Sombra, nous tenons difficilement la situation. On a des charges, on a des employés qui ont aussi des familles. Au Mali se dirige-t-on vers un début de décrispation de la crise politique. Quoi qu'il en soit, le mouvement de contestation contre le président Ibrahim Boubacar Keïta n'insiste plus sur la démission du chef de l'État. Il maintient en revanche ses autres revendications. Des précisions à travers ces images. L'opposition malienne saisit la main tendue du président Ibrahim Boubacar Keïta pour une sortie de crise dans les prochains jours.
Selon un communiqué lu en conférence de presse ce mercredi à Bamako, la contestation a affirmé son esprit d'ouverture au dialogue et la démission du chef de l'État ne figure pas dans une liste d'exigences. Le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, exige le renouvellement intégral des membres de la Cour constitutionnelle accusés par certains d'avoir tripatouillé les résultats des dernières législatives. Au moins 4 des 9 membres de la Cour ont déjà démissionné. La dissolution de l'Assemblée nationale reste une autre revendication de l'opposition qui entend mettre sur pied un organe législatif pour engager, dit-elle, avec un Premier ministre issu de ses rangs, de grandes réformes. Mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques se réserve le droit légitime à la désobéissance civile mais pacifique. Il appellera à une nouvelle manifestation le 10 juillet prochain, a dit aux journalistes l'un de ses leaders, Choguel Maïga. Celui qui passe pour le chef de file de la contestation, l'imam Mahmoud Diko, personnalité religieuse très écoutée, a œuvré pour que le mouvement renonce à un tel préalable, a-t-on appris dans son entourage. Lui-même, bien qu'ardent contempleur du pouvoir, ne demande pas publiquement le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta. Des Éthiopiens ont défilé dans les rues d'Addis Abeba après la mort d'un chanteur populaire du plus grand groupe ethnique du pays. Après 2 jours de manifestation, le bilan fait état de 81 morts. Les détails. Au moins 81 personnes, dont 3 membres de la force de police spéciale de l'Oromia, ont été tuées en Éthiopie en 2 jours de manifestation déclenchée par la mort d'un célèbre chanteur de l'ethnie majoritaire Oromo et marquée par des violences communautaires. Au cœur du mécontentement, le désir des nationalistes Oromo de voir Achalou être inhumée à Addis Abeba, qui dispose d'un statut spécial même si elle est située en territoire Oromo, et d'où ceux-ci estiment avoir été déplacés au fil de l'histoire. Le chanteur Achalou Ondessa, dont les tests très politiques exprimaient les frustrations des Oromo, qui se sont longtemps estimés marginalisés économiquement et politiquement, a été tué par balle lundi soir à Addis Abeba. Lors d'une conférence de presse télévisée, Ararsa Merdassa, le chef de la police de la région d'Oromia, a dit que plusieurs suspects avaient été arrêtés et que le chanteur avait été tué dans sa voiture au cours d'une opération bien organisée et sophistiquée. Le but, selon lui, était de plonger le pays dans le chaos. Dans son allocution télévisée ce mardi soir, Abiy Ahmed n'a pas nommé ceux qu'il visait en dénonçant l'assassinat de l'idole de la jeunesse Oromo. Le meurtre de ce dernier, a-t-il dit, a été commis et inspiré par des ennemis intérieurs et étrangers dans le but de déstabiliser la paix et nous empêcher de terminer les choses que nous avons commencées. Le corps de Achalou Ondessa a été rapatrié dans sa ville natale d'Ambo, où ses obsèques sont prévues ce jeudi. L'ancien émissaire de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé, s'en est pris au Conseil de sécurité. Il a par la même occasion dénoncé l'hypocrisie de certains de ses membres qui l'accusent de l'avoir poignardé dans le dos dans le dossier sur la crise libyenne, plus que jamais dans les presses. S'exprimant lors d'un entretien avec le Centre pour le dialogue humanitaire, l'ancien émissaire de l'ONU pour la Libye a dit avoir été poignardé dans le dos par la plupart des membres du Conseil de sécurité. Je n'avais plus aucun rôle qu'à le jour où il a attaqué Tripoli. Khalifa Haftar avait le soutien de la plupart d'entre eux, alors qu'on était critiqué en Libye pour ne pas l'avoir stoppé, a-t-il lâché d'un rire ironique. Depuis sa nomination en juin 2017 comme chef de la mission d'appui de l'ONU en Libye, Salamé a tenté de faire aboutir des discussions entre les parties rivales qui ont été interrompues à plusieurs reprises. Elles ont été mises à mal après l'attaque surprise lancée le 4 avril 2019 par le maréchal Haftar contre Tripoli à quelques jours d'une conférence interlibyenne longuement préparée par l'ONU avec l'aide du Centre pour le dialogue humanitaire. L'offensive de Khalifa Haftar, lancée avec le soutien militaire de l'Égypte, des Émirats arabes unis et de la Russie, ainsi que l'appui de la France qui s'en défend, a mis à l'arrêt le processus de paix pour lequel nous avons travaillé pendant une année entière, a déploré Salamé.
Le maréchal Haftar était clairement convaincu que plusieurs grandes puissances le soutenaient. Il les a nommés et a même cité des conversations qu'il a eues avec leurs dirigeants, a affirmé Salamé. C'est là que vous comprenez que l'hypocrisie de ces pays a atteint, à ce stade, des limites qui rendent votre travail très problématique, a déploré l'émissaire. Selon le diplomate libanais, des pays importants ont non seulement soutenu l'offensive sur Tripoli, mais ont comploté sciemment contre la tenue de la conférence nationale de Ghadamès. Ils ne voulaient pas qu'elle ait lieu. Je suis très en colère, a lancé le diplomate libanais. Pour Salamé, le système international en place est complètement déréglé, s'agissant notamment de l'ingérence militaire directe dans les conflits locaux. C'est désormais un monde où des dirigeants de pays importants n'ont plus aucun scrupule, a-t-il déploré. Au moins 275 éléphants sont morts récemment dans des conditions mystérieuses au Botswana, dans la région du delta de l'Okavango, très prisée des touristes. Selon le gouvernement, personne ne sait pourquoi les animaux meurent et les résultats des analyses de laboratoire sur les échantillons ne seront pas disponibles avant plusieurs semaines. Le directeur des parcs nationaux et de la faune du Botswana, Cyril Taolo, a indiqué avoir reçu un rapport sur la mort de 356 éléphants dans le nord du delta de l'Okavango. Jusqu'à présent, nous avons confirmé la mort de 275 pachydermes. La cause de la mortalité est en train d'être déterminée. Nous avons envoyé des échantillons en Afrique du Sud, au Zimbabwe et au Canada pour des analyses, a-t-il ajouté. L'anthrace ou maladie du charbon est exclue. On ne soupçonne pas non plus des braconniers, puisque les animaux ont été retrouvés avec leur défense, a-t-il martelé. Selon un rapport de l'organisation non gouvernementale Éléphants sans frontières, daté du 19 juin 2020 et transmis à la presse ce mercredi, on estime que la mort d'environ 70 d'entre les 356 éléphants remonte à environ un mois, tandis que le décès des 30% restants semble plus récent, entre un jour et 2 semaines. Selon le directeur de l'ONG, Michael Chase, auteur du rapport, des éléphants en vie ont été observés très faibles, léthargiques et certains désorientés et rencontrant des difficultés pour se déplacer. Michael Chase ajoute également que les mâles et les femelles de tous âges semblaient concernés par cette maladie mystérieuse. Coincé entre la Zambie, la Namibie et l'Afrique du Sud, le Botswana abrite environ 130 000 éléphants en liberté, soit un tiers de leur population africaine connue. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.